Alors, mesdames et messieurs, bonsoir. Nous nous retrouvons ce jour pour le premier conseil de l'année 2023. Avant de démarrer ce conseil, je souhaite présenter à toutes les élus et tous les élus présents ce jour mes meilleurs vœux pour 2023, ainsi qu'au public dans la salle et en ligne, ou en ligne. Voilà. Que cette année soit pleine de joie, de satisfaction pour vous, pour vos proches, qu'elle vous apporte bonheur et réussite tant sur le plan personnel que professionnel. J'en profite pour vous rappeler les 2 dates restant à venir pour participer à nos vœux de proximité. Le 12 janvier, dans cette même salle, donc jeudi 12 janvier, dans cette même salle, et mardi 24 février, à l'MJC Montchat. Nous vous attendons pour échanger à partir de 18h30. J'ai dit février ? Alors bon, je reprends. 24 janvier, excusez-moi. Si en février, ça fait un peu loin. Donc, 12 janvier, ici, et 24 janvier, à la MJC Montchat. Donc ça, c'est pour les vœux de proximité. Donc, je déclare la séance ouverte. En application de l'article 21-21-15 du CGCT, je vais vous demander de procéder à la désignation d'un secrétaire de séance et je vous propose de désigner Akif Ekinci. Est-ce que quelqu'un s'y oppose ? Donc Akif Ekinci est désigné secrétaire de séance. Avant de procéder à l'examen des rapports inscrits à l'ordre du jour, le secrétaire va procéder à l'appel dans l'ordre du tableau issu des élections du 15 mars et du 28 juin 2020. Véronique Dubois-Bertrand. Présente. Marion Cessiec. Présente. Michael Maire. Présent. Marie-Lou Falguerin. Présente. David Claire. Philomène Récamier. Présente. Philippe Petiot. Présent. Sylvie Corbel-Copin. Présente. Nicolas Planchon. Présent. Marie Vidal. Présente. Jacques Balangian. Présent. Amandine Barrios-Planche. Présente. Sylvain Latet. Présent. Martine Souvignet. Présente. Grégory Doucet. Pouvoir excuser. Stéphane Vasselin. Présent. Julie Nublafort. Bertrand Masse. Pouvoir. Stéphanie Léger. Pouvoir. Emmanuel Vivien. Présent. Isabelle Prin. Akif Ekinci, présent. Béatrice de Montilly. Présente. Étienne Blanc. Excusez pouvoir. Georges Kepenekian. Présent. Thibaut Roche. Présent. Nouria Mamoudi. Présente. Hugo Patoureau. Pouvoir. Arthur Duvivier. Présent. Monique Guérin. Présente. Carole Burillon. Excusez pouvoir. Thierry Ricard. Goveil Tandonnet. Richard Brume. Présent. Catherine Panassier. Présente. Guy Corassol. Pouvoir. Ok. Pardon, j'utilise le nouveau micro. Oui. Nous poursuivons donc notre conseil par l'approbation du procès-verbal de la séance du 29 novembre 2022. Le procès-verbal de cette séance vous a été transmis en même temps que les rapports de ce jour. Je mets donc le procès-verbal au vote. Y a-t-il des remarques? Non, pardon. Qui est contre? Qui s'abstient? Le procès-verbal est approuvé. Nous passons au vote des rapports. Donc le premier rapport est le rapport 4735,
médiateur de la ville de Lyon, modalité de mise en œuvre. Je laisse Monsieur Vivien nous présenter. Merci Madame la maire. Madame la maire, Mesdames les conseillères, Messieurs les conseillers, Mesdames et Messieurs. Cette résolution porte sur la création d'un dispositif de médiation municipale qui s'inscrit dans le cadre du pacte de la ville de Lyon en faveur de la qualité de service aux usagers dans un esprit de règlement amiable des litiges avec les usagers, mais aussi d'amélioration continue de la qualité de service. Le Conseil d'État définit la médiation comme étant un processus structuré par lequel les parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs litiges avec l'aide d'un tiers, le médiateur. La loi du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique a donné un cadre juridique général à la mise en place d'un dispositif de médiation dans les collectivités. C'est dans ce cadre que la ville de Lyon, en application de ces dispositions, décide de la mise en place d'un système de médiation et des modalités de mise en œuvre suivantes. Primo, le périmètre d'intervention. Le dispositif de médiation couvre l'ensemble des compétences de la ville, à l'exclusion des procédures et décisions en matière de commande publique, des litiges entre les agents et la ville comme employeur. Désignation du médiateur ou de la médiatrice. Le médiateur est une personne physique et son mandat sera de 6 ans non renouvelable. Un processus public d'appel à candidature sera mis en place pour permettre une sélection transparente du titulaire. Les candidatures seront étudiées par un jury intergroupe politique de 6 personnes, un par groupe, qui fera une proposition de candidat après un vote à une majorité de 4 voix sur 6 au minimum. À l'issue de ce processus, et sur proposition de Monsieur le maire, le conseil municipal désignera le médiateur. Afin de garantir l'indépendance de sa mission, le médiateur n'est pas un agent de la collectivité, il ne reçoit aucune instruction d'un responsable politique ou administratif de la dite collectivité. Afin de mener sa mission, il est proposé de recourir à des vacations pour un volume annuel de 700 heures maximum. Le médiateur est saisi gratuitement par toute personne physique ou morale, association, entreprise, commerce, résidant ou non à Lyon et qui serait usager des services municipaux. Pour les mineurs, la saisine n'est possible, mais par leurs représentants légaux. La saisine devra être faite sur le périmètre des compétences retenues par cette délibération. Seront exclus les litiges entre les usagers et le CCAS de la ville de Lyon. De même, les litiges concernant les SPL, SPLA et SEM dont la ville est actionnaire. Enfin, les modalités de saisine garantiront un accès multicanal, par courrier, courriel, téléphone, présentiel, ceci afin de pallier à la fracture numérique, notamment. La saisine ne pourra être réalisée qu'après un premier échange préalable avec l'administration. Au regard des traitements des saisines, le médiateur territorial définit librement les modalités de déroulement des médiations qu'il conduit dans le respect des dispositions du Code de justice administrative, la dite médiation étant soumise au principe de confidentialité. La ville adhère aux recommandations de la charte proposée par l'Association des médiateurs de collectivités territoriales, qui est en annexe de ce rapport, et qui serviront de cadre aux modalités de mise en œuvre de son propre dispositif. Les usagers seront informés du dispositif de médiation dès sa mise en place par une campagne de communication. Aussi, si ces dispositions recueillent votre agrément, je vous propose d'adopter les décisions suivantes. Premièrement, la ville de Lyon décide la création d'un dispositif de médiation des services municipaux, tel que défini dans ce rapport. Deuxièmement, les interventions du médiateur s'effectueront dans le cadre de vacations pour un volume annuel de 700 heures maximum. Troisièmement et dernièrement, le montant de la vacation est fixé à 30 € brut par heure, indexé sur l'évolution du point d'indice de la fonction publique. Je vous remercie.
Merci, Monsieur Vivien. Y a-t-il des remarques? Madame de Monti? J'étais à la commission, donc j'ai entendu la création de ce poste de médiateur. Nous voterons favorablement et nous serons même contents éventuellement de vous soumettre des candidatures, mais quelques questions ou en tout cas points sur lesquels nous voulions intervenir. Il a été donc évoqué un forfait maximum annuel de 700 heures pour ce médiateur. Donc c'est quand même un certain budget pour la ville de Lyon. On a posé la question en commission de savoir s'il avait un nombre de réclamations annuelles à la ville de Lyon qui nous permettait d'estimer que ce poste était nécessaire et qu'il fallait le créer. On n'a pas eu de réponse à cette question. Une petite suggestion, je sais que dans d'autres collectivités, il y a des outils numériques aujourd'hui qui permettent d'évaluer la satisfaction des personnes qui utilisent des services publics. Il nous paraît important, avant de créer des postes ou de créer des dépenses, de procéder à des audits pour savoir voilà, quel est le taux de satisfaction du service public par les usagers. Donc, ça nous aurait semblé intéressant de peut-être étudier tout cela avant de créer ce poste. Il y a pas mal en réunion en équipe, il y a eu beaucoup d'inquiétudes des arrondissements qui ont le sentiment que, alors qu'ils sont en général en première ligne pour répondre aux questions et aux problèmes, finalement ils perdront un peu de pouvoir puisqu'il y aura toujours quelqu'un au-dessus d'eux pour répondre aux requêtes des habitants de la ville de Lyon. Voilà, quelques questions auxquelles on aimerait avoir des réponses avant de voter favorablement, probablement en conseil municipal. Je vous remercie. Alors, j'ai pas toutes les réponses à vos questions. Je pense qu'il y en aura peut-être qui arriveront en conseil municipal, mais déjà par rapport à la position des arrondissements, je ne vois pas en quoi la présence d'un médiateur fera qu'on ait toujours quelqu'un au-dessus de nous qui interférera. Au contraire, justement, ça va être un soutien aux arrondissements qui sont en première ligne pour accompagner et accueillir les personnes, les échanges et puis éventuellement qui sont en première ligne sur les conflits. Et cette personne permettra justement d'aider et accompagner les agents et les personnes de l'arrondissement à mieux vivre et à résoudre les conflits. C'est en rien quelqu'un qui sera là pour chapeauter ou surveiller les relations et interférer dans le travail j'allais dire le travail formidable, parce que c'est un fait que nos agents d'accueil et autres de l'arrondissement font un excellent travail sur l'accueil des personnes, sur tous les problèmes, toutes les questions, tout ce qui arrive est accueilli avec la même écoute et la même attention. Et je pense que ce médiateur permettra d'aider et d'accompagner quand il y aura des possibilités ou des sources de conflits. Voilà, c'est ce que je peux vous donner comme réponse, et les autres, je pense que vous pourrez les avoir en conseil municipal. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Donc, je mets ce rapport au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Le rapport est adopté. Le deuxième rapport est le rapport 5128. C'est le lancement de l'opération budget participatif 2022, enveloppe globale et affectation d'une partie de la paie. Je laisse la parole à Madame Cessiek. Merci Madame la maire, chers collègues, chères Lyonnaises et Lyonnais. J'ai le plaisir de vous présenter ce rapport qui signe le lancement de l'opération financière pour les projets votés par les Lyonnaises et les Lyonnais au budget participatif. Cette première édition a permis l'émergence de 1427 idées durant la période de dépôt. Suite à l'analyse technique et financière par les services de la ville, 217 projets ont été soumis au vote et ont recueilli 41 635 soutiens. Sur notre arrondissement, nous sommes très fiers de l'adoption de 23 projets avec 4 368 suffrages. La moyenne de vote par projet s'élève à 190 votes, ce qui est la moyenne sur toute la ville. Nos habitants ont choisi de valoriser les projets liés à la solidarité et à la vie de leur quartier, tels que la proposition de casier solidaire pour les sans-abri, retenue avec 799 suffrages, la demande de nouveaux équipements pour la cuisine solidaire partagée des Gones avec 338 suffrages, ou encore la rénovation du village associatif site polyvalent lyonnais d'insertion et de formation, autrement dénommé SPLIF, qui a recueilli 347 suffrages.
Ce dispositif illustre notre détermination à tendre vers une démocratie participative solide et quotidienne. Nous voulons une démocratie qui favorise les initiatives citoyennes et la co-construction, qui répond aux attentes des habitantes et des habitants en s'attachant à l'amélioration de leur cadre de vie, qui leur offre la possibilité de devenir une force motrice des politiques publiques. Je tiens à saluer le travail de Chloé Vidal et sa disponibilité tout au long de ce dispositif, ainsi que la mobilisation sans faille des services de Lyon et de la mairie du 3e arrondissement qui ont vraiment œuvré pour mobiliser les habitantes et les habitants pour voter pour tous ces projets. Je vous remercie de bien vouloir approuver ce rapport. Merci Madame Cessiek. Y a-t-il des remarques? Oui. Pardon, je Ah vous oui, avais pas vu, je vous prie de m'excuser. Allez-y. Je suis dans l'angle mort, mais pas encore mort. Je profite pour vous présenter tous mes vœux, hein, chacune et chacun, bien sûr. Une année qui suit déjà, une année qui s'annonce complexe, qui suit déjà 2 voire 3 ans difficiles pour tous nos concitoyens. Donc, essayons de tenir les caps. Bien, juste quelques commentaires sur cette délibération. J'entends bien les chiffres que vous donnez, une forme d'enthousiasme, et je veux le partager parce que nous étions très adhérents au budget participatif. Pour autant, je vais revenir sur la méthode et sur les chiffres que vous nous donnez. Ce serait peut-être plus juste de dire, plutôt que de dire les Lyonnais et les Lyonnaises, de dire des Lyonnais et des Lyonnaises. Parce que les chiffres que vous donnez, je ne veux pas me perdre dans les chiffres, mais vous voyez, le 9 novembre, il y avait 2619 réponses. Et puis, au final, 6167 qui, sur le site, montent à 8000. Donc, déjà, c'est apparu en commission, les chiffres ne correspondent pas. Donc, il va falloir se mettre d'accord. C'est pas une bataille de chiffres, mais c'est un sujet tellement important qu'il faut qu'on le traite avec rigueur. Et j'ai peur qu'on ne le traite pas avec toute la rigueur. Je m'étais déjà exprimé sur les exigences qu'un tel projet s'impose à nous. Quand vous dites 41 000 adhésions au projet, vous savez que le projet qui en a obtenu le plus, il a eu 1500. Alors, ensuite, vous avez permis d'élargir, mais vraiment très largement, à tous les publics, étudiants, pas forcément ceux qui viennent travailler à Lyon, ceux qui ne sont pas forcément lyonnais, donc ce n'est pas seulement 522 000 lyonnais, c'est largement plus. Du coup, en ratio de réponse, pardonnez-moi, mais ça fait pas beaucoup. Donc c'est ce qui me permet de vous dire que ce serait mieux de dire des Lyonnais et des Lyonnaises, pas par esprit critique seulement, mais pour que nous allions et que ça nous incite vraiment à modifier l'approche que vous avez eue jusqu'à maintenant. Encore une fois, je le redis, c'est tellement sérieux qu'il faut le faire très sérieusement. Ensuite, difficile puisque vous n'avez pas demandé les identités des gens qui ont participé à ce vote. Donc difficile de faire une évaluation, autre mot que j'emploie volontiers ici et ailleurs. Sans évaluation, vous ne savez jamais d'où vous partez pour savoir vers où vous allez. Donc, impossible de savoir qui a voté. Au demeurant, peut-être que des gens, puisque l'identité n'était pas demandée, ont pu voter plusieurs fois pour pousser un projet. Je tiens à vous dire qu'en séance de la commission, il a été dit qu'il n'y avait pas de moyen de le vérifier, je vous le dis. Donc, ça a été dit par l'adjointe en charge de ce... En toute honnêteté, encore une fois, c'est ce que je pointe, c'est pour nous inciter à faire beaucoup mieux. Alors, réjouissons-nous. Mais si on regarde de plus près tous les projets, il y a quand même des choses qui auraient pu être à la PPI, largement. Alors, est-ce que on les a mis là parce qu'on ne savait pas faire à la PPI? Question, je soulève les questions et vous me répondrez ou on y reviendra à la séance du conseil municipal. Tout ça nous incite à penser que j'avais aussi un autre mot que j'avais pu utiliser d'usine à gaz, parce que c'était d'une complexité, vraiment dans une démarche très
j'allais dire universitaire, scientifique, finalement, vous voyez, on aurait pu faire plus simple, en s'appuyant vraiment sur les arrondissements, sur les associations, sur les conseils de quartier, parce que c'est là que les gens se connaissent. Et surtout, on serait sûr d'être allé vers les gens qui ne répondent pas à des questions informatiques. Le budget participatif, il doit aller dans tous nos quartiers et mobiliser aussi des gens qui n'ont pas l'habitude de répondre à des questions environnementales, puisque c'est quand même, à part les fresques, les jolies fresques qu'on va faire, très bien, mais voilà, donc je vais m'en tenir là. Vous voyez, c'est franchement, j'allais dire, beaucoup d'argent pour le moment, à un moment où je vous rappelle qu'on augmente les impôts, que les choix stratégiques et les priorités peuvent être toujours discutés et personne ne détient de vérité, et il est parfois bon de se dire à quoi utilisons-nous l'argent de nos concitoyens. Donc, encore une fois, évaluation, rigueur, exigence et peut-être évolution de la méthode en s'appuyant beaucoup plus sur les arrondissements parce que c'était ça le vrai levier pour nous. Donc en l'état, on verra quelle sera notre attitude au conseil municipal, mais nous nous abstiendrons. Pas sur le fond, vous avez compris. Merci beaucoup de vos remarques. En l'occurrence, une première édition, c'est forcément une édition qu'on va pouvoir appeler martyr, c'est-à-dire que c'est la première fois qu'on s'essaie à l'exercice. Moi, je salue le courage et l'audace de Chloé Vidal d'avoir essayé, malgré la complexité et la totale inexpérience des uns et des autres et des services qui se sont totalement acculturés à ce dispositif, d'avoir osé le mettre en place. Je trouve que c'est une très belle réussite pour une première édition. On partage avec vous le fait que c'est perfectible, bien sûr. S'agissant du fait que ça pourrait être inscrit à la PPI, de fait ça l'est puisque c'est une partie de la PPI qu'on a simplement mise entre les mains des Lyonnaises et des Lyonnais. S'agissant de la complexité, justement, on a essayé de simplifier au maximum la possibilité de voter pour que justement la fracture numérique limite au minimum, qu'elle soit limitée au minimum, tout à fait. S'agissant des publics les plus éloignés, même dans les phases d'idéation, c'est-à-dire de la proposition, on a fait des stands sur les marchés. Il y avait notamment des traducteurs en langue des signes pour permettre aux gens de s'exprimer aussi sur des idées. On a essayé aussi dans les bibliothèques, on a mobilisé les services des bibliothèques et des médiateurs numériques pour accompagner les gens qui n'ont pas d'adresse mail. Enfin voilà, tout ça est perfectible. On aurait pu faire plus, mieux, plus longtemps, avec encore plus de moyens. Je pense que encore une fois, pour une première édition, on s'est donné quand même les moyens de toucher la plupart des gens les plus éloignés de ces dispositifs-là. Pour qu'ils s'impliquent. S'agissant des conseils de quartier, des CIL, des conseils citoyens, ils ont tous quasiment déposé des projets. Certains ont des projets qui ont été retenus et pour lesquels les citoyens et les citoyennes ont voté. Donc, au niveau de l'implication des équipements, des MJC, des centres sociaux et des instances de démocratie participative, ils ont été pleinement associés. Après que ça ne vous satisfasse pas encore, j'en suis bien désolée, mais en tout cas, voilà, on essaye. Si vous avez de nouvelles idées pour la deuxième édition, on sera preneur également. Et une dernière chose, effectivement, c'est des Lyonnaises et des Lyonnais, de la même manière que quand on soumet quelque chose au vote, ne serait-ce que nous, élus, on a été élus, et vous le savez comme moi, par un certain nombre d'électeurs et pas la totalité. Voilà. Sinon, en général, en moyenne, sur la participation à des budgets participatifs dans d'autres collectivités, c'est 5% de la population. Donc effectivement, c'est pas satisfaisant, mais c'est aussi une tendance générale. On a du mal à mobiliser la totalité d'une population sur ce genre de dispositif. Puis-je reprendre la parole, Madame la maire? D'abord, franchement, vous donnez des chiffres d'autres collectivités. Vous savez bien qu'il y a des villes qui ont largement commencé. Moi, je m'étais beaucoup rapproché de Paris pour voir comment ils faisaient, parce qu'ils ont, je pense, pas loin de 20 ans de pratique. Donc, c'était bien de voir ce que faisaient les autres pour pas refaire. Vous savez, moi, je viens d'un métier, quand on fait la première en chirurgie, on se dit pas, c'est pas grave si le malade meurt.
On s'arrange pour que la première marche d'emblée et qu'on l'améliore éventuellement au coup d'après. Pardon, c'est parce que vous avez dit les Lyonnaises et les Lyonnaises que je me suis permis de vous reprendre sur des Lyonnais et des Lyonnaises. C'est vous qui avez utilisé les Lyonnaises et les Lyonnais. Donc, je vous en veux pas, c'est pas la question. Mais quand même, on ne peut pas se satisfaire de 6000. Nos ambitions et ce qui existe dans d'autres collectivités et le monde qui est devant nous, l'ambition que vous voulez afficher et que nous voulons afficher, exige qu'on ne... Je vous en prie, dites simplement, voilà, c'était premier coup, c'est pas satisfaisant, plutôt que de nous expliquer que c'est formidable. C'est juste vouloir essayer d'embellir. Et ça fera pas venir plus les gens le coup d'après. Les conseils de quartier, c'est pas pour qu'ils proposent des projets, c'est pour qu'ils déterminent les endroits où il faut aller. Voilà. Et au demeurant, tous les adjoints ici sont capables, chacun dans leur fonction, de connaître les points faibles d'un arrondissement. C'est là, il n'y a pas besoin de mettre des couches et des couches de consultants. Je vous en prie, inspirons-nous des méthodes. C'est fini. Alors, juste, je crois que personne n'est mort du fait du BUPA, déjà. Et les conseils de quartier ont pu aussi donner leur avis et pas seulement donner des projets. Mais on entend effectivement, ce n'est pas tous les Lyonnaises et les Lyonnais. Et je suis ravie que vous ayez l'ambition avec nous de faire mieux la prochaine fois. Et si je peux me permettre d'ajouter, je trouve que cette première édition peut-être ne vous paraît pas satisfaisante. Moi, je trouve que c'est un premier essai qui nous permet quand même d'avoir des belles réalisations et qui, je l'espère, va donner pour la deuxième participation plus d'éléments et de billes pour que justement plus de Lyonnais et de Lyonnais puissent participer. Voilà, on va y arriver et ça va monter en puissance et je pense que la deuxième édition se nourrira de ce qui n'a pas forcément fonctionné sur la première pour pouvoir justement mieux réaliser. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Monsieur Planchon. Juste un point très rapide, toutes choses étant égales par ailleurs, sans faire de bataille de chiffres. Rappelez qu'aux dernières élections, premier tour dans le troisième, un point c'est 200 voix, ce qui met en perspective aussi la question de la difficulté de mobilisation et en réalité la difficulté qu'on a de manière commune et collégiale, pour nous tous ici, c'est bien le désintérêt croissant de la chose publique de l'ensemble des habitants, des citoyennes et des citoyens. Et de notre point de vue, le BUPA fait partie de ces leviers censés raviver aussi l'intérêt des habitantes et des habitants pour la chose publique, sachant que c'est évidemment pas une formule miracle et qu'on aura à travailler, et c'est indispensable et nécessaire, que travailler à des méthodologies qui soient la plus simple et la plus attractive possible. Après, celui ou celle qui a la formule miracle qui vienne et on s'en saisira aussitôt que faire se peut. Voilà. Merci. Y a-t-il d'autres interventions? Je mets donc le rapport au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Le rapport est adopté. Nous passons au rapport 5130, aménagement des espaces publics et des infrastructures en liaison avec le pôle d'échange multimodal de Lyon-Part-Dieu, autorisation de signature de l'avenant à la convention de maîtrise d'œuvre unique par la métropole de Lyon, la SPL Part-Dieu et la ville de Lyon, lancement de l'opération Esplanade Mandela, création de la crèche extérieure et affectation d'une partie de la paix. Je laisse la parole à Madame Guérin. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Comme vous le savez, la SPL Lyon-Part-Dieu s'est vu confier la réalisation d'équipements publics concourant à la mise en œuvre du projet urbain Lyon-Part-Dieu. En dehors du périmètre de la ZAC, les équipements font l'objet d'une convention de maîtrise d'ouvrage unique liant la ville de Lyon et la métropole. 2 avenants à cette convention ont été votés en 2019 et en 2021, ce qui a permis d'ajouter de nouveaux équipements au programme, comme le boulevard Eugène de Ruelle, l'esplanade Nelson Mandela tranche 2, le carrefour Paul-Bert, Villette, Flandin, la Cassagne, la place des Martyrs, de la Résistance. Ce soir, il s'agit de voter un rapport qui permettra d'ajouter un 3e avenant à cette convention, avenant qui a pour objet d'ajouter un nouvel équipement et d'élargir le périmètre pour l'aménagement de la crèche en plein air Mandela.
Nous en avons déjà parlé ici. Une crèche en plein air est un établissement dans lequel les enfants sont accueillis en extérieur et évoluent à l'air libre avec un projet pédagogique adapté. Un préau est prévu, mais en cas d'intempérie importante, l'équipement de plein air pourra s'appuyer sur une structure secondaire, close et couverte. Les enfants seront équipés en conséquence, combinaison par exemple très chaude l'hiver. Ce modèle existe déjà dans plusieurs villes de France comme Paris, et ce modèle est importé des pays du Nord, et avec le recul, on se rend compte que les enfants sont beaucoup moins malades que disons, dans les autres modes d'accueil. La crèche en plein air Mandela devra s'implanter au niveau du square Alban Vistel, sur l'esplanade Mandela, et pourra accueillir une vingtaine d'enfants à partir de 15 mois. Proche de l'aire de jeu du parc, le site bénéficiera d'une couverture végétale importante qui sera confortée dans le cadre des travaux de l'esplanade. Les travaux sont prévus entre 2023 et 2025 sur une emprise de 300 mètres carrés et pour un coût estimatif de 500 000 €. N'hésitez pas à vous référer à la page 14 du document en annexe afin de consulter un aperçu du projet. Je vous remercie de votre attention et vous invite à bien vouloir approuver cet avenant numéro 3 pour le lancement de l'opération. Merci. Y a-t-il des questions? Madame Banassi. Oui, en fait, on se demandait s'il fait froid, donc les enfants ils seront accueillis dans les crèches existantes, mais les crèches existantes, par définition, il y a même des longues listes d'attente tellement elles sont bondées, donc, enfin elles sont pleines quoi. Donc concrètement, ils iront où les enfants? Je vais laisser Monsieur Vasselin, que nous avons la chance d'avoir parmi nous, pour répondre à cette question. Je connais un peu le sujet, donc je pourrais vous répondre. Donc en fait, il ne s'agit pas d'un accueil qui se substituera à celui de la crèche de plein air, mais en fait d'une zone de repli, enfin d'une base de repli, le temps que les parents viennent chercher les enfants. En fait, c'est ce qui se passe notamment les crèches de plein air à Paris, hein. Dans le cas des rares journées chaque année où il y a des intempéries, soit froid un peu trop intense, chaleur trop intense, ou vent violent ou pluie diluvienne. En moyenne, c'est 5 jours hein, par an sur les crèches parisiennes où du coup les enfants ne peuvent pas être accueillis dans aux horaires prévus et donc ils sont recueillis en fait dans une zone qui a été évidemment identifiée, hein, enfin dans une base qui a été identifiée. Là en l'occurrence on travaillerait avec une crèche existante à proximité de l'esplanade Mandela et les parents qui sont prévenus de ce fonctionnement savent qu'en cas d'intempérie, en cas de conditions un peu extrêmes, ils devront venir récupérer leurs enfants et ne pourront pas compter sur un accueil tout au long de la journée. On est plus sur un format là sur la crèche Mandela sur une halte garderie qu'une crèche où l'accueil se fait de façon plus hebdomadaire. Hein, comme c'est le cas dans les crèches, les établissements qu'on appelle crèches. Là, on sera vraiment sur un format plus halte garderie. Et donc, les parents savent évidemment, hein, lors de leur inscription, qu'il peut y avoir ces aléas et donc que la crèche qui permettra d'accueillir les enfants en cas d'intempérie ne pourra pas le faire tout au long de la journée. Bien que, au cas par cas, cela sera envisageable parce que les professionnels seront là, donc le taux d'encadrement sera bon. Et simplement, c'est une question de locaux qui permettra évidemment pas de gérer ça pour l'ensemble des enfants tout au long de la journée. Mais ça veut dire que c'est pas pour les parents qui travaillent, parce que par exemple, il y a un petit réchauffement climatique en cours, hein, on l'a bien senti cet été, et donc au mois de juin ou au mois de juillet, il faut pas travailler parce qu'il faut venir chercher ses enfants, quoi. Enfin, il fera trop chaud. Alors, tout le monde ne travaille pas aux horaires de bureau, Le hein, coût Madame des 5 Panassier. jours par an, j'y crois pas du tout personnellement. C'est pas un prenons avis, l'exemple de c'est un cette fait en année-là, fait. de 2022 écoulé. Je pense qu'on est bien au-dessus de 5 jours. Donc, si les parents doivent prendre des congés, enfin, c'est pas pour les parents qui bossent, quoi. Parce qu'en plus, c'est difficile aussi pour certains, enfin, pour des infirmières, ou n'importe quel métier, de prendre tiens, il pleut demain ou il y a du vent, je suis obligée de prendre une journée de congé parce que je peux pas faire garder mon fils ou ma fille. Donc, ça me paraît quand même un peu complexe, quoi. Autant, je le redis, je pense que c'est intéressant que les enfants ils aient un accès important à l'extérieur.
autant ne pas prévoir un équipement de repli pour les siestes, les sanitaires, les repas, enfin, ou des temps, justement, ou des moments quand la météo est mauvaise. Bon, ça me paraît difficile. Et encore une fois, moi, je me mets à la place des professionnels des crèches existantes, de devoir mettre à disposition des locaux toute une journée en attendant que tous les parents viennent récupérer les gosses, enfin les autres enfants, pardon. Ça me semble difficile pour elles aussi. Donc, bon, là encore, il faudrait peut-être expérimenter les choses ou alors avant d'en créer plusieurs. Je crois qu'il y en a 2 prévus cette année, c'est ça, dans la ville. Ça vaudrait peut-être le coup de lancer un cahier des charges précis d'évaluation et puis de voir ce que ça donne et vraiment de regarder de compter les jours où ce sera possible et les jours où ce ne sera pas possible. Bon, je vous remercie pour vos conseils, hein. Donc, bien évidemment, on a étudié ce type de choses-là. Dans une ville comme Lyon, les besoins des familles sont extrêmement variés. Tout le monde ne travaille pas de 9h à 17h et donc tout le monde n'a pas besoin d'un accueil hebdomadaire 5 jours par semaine. Le modèle de la halte garderie répond à un certain type de famille, un certain type de besoin des familles et pour le coup a vraiment démontré son utilité totale sur un certain nombre d'établissements. Donc ce modèle de crèche de plein air, si on regarde ce qui se passe à Paris, a entièrement trouvé son public et les familles sont longues en liste d'attente pour pouvoir bénéficier d'ailleurs de berceaux, si on peut les appeler comme ça, au sein de ces crèches et on a assez peu de doute que ce sera un peu le même engouement sur ce modèle à Lyon. Évidemment, c'est un premier modèle, un premier projet. Donc, il y en aura d'autres par la suite et on améliorera bien entendu les choses au fur et à mesure, si tant est qu'il y a une amélioration à faire, mais plutôt on adaptera l'usage et ce type d'équipement en fonction des premières expériences qu'on va faire. Mais par nature, il faut que la crèche existe et on se cale pour ça, pour la définir sur les modèles qui ont fait leurs preuves à Paris, en Allemagne, en Suisse, au Danemark, en Finlande et dans d'autres pays scandinaves. Et pour le coup, on sait exactement le type de bâti qu'il faut prévoir et le type de fonctionnement avec une crèche donc partenaire pour que le système de la base de repli puisse pleinement fonctionner et ne pas mettre les familles dans la panade. Et pour ce qui est du nombre de jours de fermeture, hein, c'est pas un avis, hein, c'est juste un fait. Hein, les crèches de plein air à Paris, en moyenne, c'est 5 jours par semaine. Alors à Lyon, certes, on subit encore un peu plus par semaine, oui, par an, excusez-moi. Sinon, ce serait exceptionnel. Et donc 5 jours par an. Et donc à Lyon, bah, effectivement, avec le réchauffement climatique un peu plus intense, peut-être qu'on sera à 7 ou 8, mais on ne devrait pas être à beaucoup plus au regard des conditions qui sont prévues par la PMI notamment pour ces exploitations d'établissements. Juste une seconde. Donc juste, j'entends bien tout ça. Alors il faut pas mentir, faut pas appeler ça des crèches, il faut appeler ça des haltes garderies de plein air. Et comme ça, au moins, on comprend. Et c'est les parents qui effectivement ne travaillent pas ou sont en horaire décalé ou mixte, nounou et halte garderie, qui utilisent ce genre de système. Parce que dire on crée des crèches, eh ben c'est faux. Ce sont pas des crèches, comme vous l'avez très bien décrit, ce sont des haltes garderies. Il faut dire les choses très précisément et comme ça, il n'y a plus de problème. Alors, on emploie même le terme d'EAJE qui est un peu plus englobant. Et là, en l'occurrence, on parle de crèche parce que le grand public, hein, par constat, emploie le terme de crèche pour définir les différents EAJE. Voilà, et donc simplement, on peut effectivement parler d'EAJE si vous préférez qu'on soit un peu plus précis. Et c'est d'ailleurs le terme qui est utilisé au sein du rapport, un EAJE de plein air. Également que le terme de halte garderie n'existe plus. Il n'y a plus des haltes garderies comme il y avait avant, c'est intégré dans ce qu'on appelle les crèches. C'est en même temps des accueils de moins de 20 heures et en même temps des accueils de plus de 20 heures. Merci beaucoup. Y a-t-il d'autres remarques? Très bien, je mets donc ce rapport au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Le rapport est adopté. Je me suis emmêlée dans mes pages, excusez-moi. Nous passons au rapport 5000
5116, pardon, attribution de subventions de fonctionnement aux associations gestionnaires d'équipements de petite enfance, pour un montant de 5 173 765 €. Et Madame Guérin, c'est à vous. Donc, rebonsoir. Ce rapport concerne l'attribution par la ville d'une subvention de fonctionnement à nos partenaires associatifs gestionnaires d'équipements de la petite enfance pour l'exercice 2023. Dans l'attente du vote du budget primitif 2023, devant intervenir lors de la séance du conseil municipal en date du 9 mars prochain, nous vous proposons d'octroyer des avances de subventions à verser dès le mois de janvier afin de ne pas mettre en difficulté nos associations partenaires. Ces avances de subventions ne préjugent en rien des montants qui seront proposés en mars 2023, étant donné qu'elles ont été calculées sur la base des subventions versées en 2022. Ainsi, ce sont 30% de la subvention 2022 qu'il vous est proposé d'octroyer à chacune des associations en janvier 2023, sachant que cette avance de subvention devrait permettre aux associations de conserver un niveau de trésorerie suffisant jusqu'au mois de mars. Nous serons de nouveau sollicités fin février pour nous prononcer sur le montant définitif de cette première tranche de subvention annuelle. Les établissements concernés pour le 3e arrondissement et le montant de l'avance sont indiqués en pages 3 et 4 de ce rapport. Je vous invite donc à bien vouloir approuver cette avance de subvention. Merci. Y a-t-il des remarques? Non. Très bien. Je mets ce rapport au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Le rapport est adopté. Rapport 5065, attribution des crédits et des subventions aux écoles primaires publiques. Je laisse la parole à Madame Falguin. Bonsoir à tous. Avant de présenter la synthèse du rapport, je souhaite vous parler des travaux de l'école Saint-Exupéry qui ont eu lieu en décembre. Donc ils ont été réalisés durant les 3 dernières semaines de décembre. Ils ont pu être faits dans les temps. Les enfants de l'école avaient été, on appelle ça délocalisés, donc dans une école du 6e. Et grâce à la mobilisation tant du personnel, de la direction de l'éducation, que de la DGTB, que de l'éducation nationale, en fait, tout s'est très bien passé. Et voilà, dans les temps, les enfants ont été accueillis sans être trop perturbés dans une autre école. Et tout s'est bien passé. La rentrée a pu être effectuée à l'école Saint-Exupéry. Les bâtiments sont solidifiés. Voilà. Donc la délibération concerne l'attribution des crédits et subventions aux écoles primaires publiques, donc maternelles et élémentaires. La ville de Lyon met à disposition des équipes pédagogiques des écoles primaires publiques des crédits et des subventions de fonctionnement. Comme tous les ans, le rapport que je vous propose d'adopter présente les modalités de ces dispositifs pour 2023. Ces crédits de fonctionnement ont vocation à financer 6 catégories d'achats. Les fournitures scolaires, l'achat d'ouvrages ou le renouvellement d'abonnements pour les bibliothèques des écoles, les photocopies et les impressions, les consommables informatiques et la gestion du logiciel Educalion qui est utilisé par les directeurs et directrices d'école pour la gestion des effectifs de la cantine et des activités périscolaires. Les crédits sont répartis selon des forfaits calculés par élève ou par classe. Par ailleurs, des crédits sont accordés lors de création de classes, d'ouverture de classes spécialisées ou de sections de langue. Enfin, des subventions sont également prévues pour les coopératives scolaires afin de financer les activités libres comme l'organisation des fêtes d'école ou de menus dépenses. Les activités dites initiatives conseil d'école comme les dépenses liées aux sorties sur le temps scolaire et les dépenses liées à l'assurance contrat collectif d'établissement qui permet de souscrire des garanties pour le matériel pédagogique et pour les activités se déroulant dans l'établissement sur le temps scolaire et périscolaire. Je vous remercie de bien vouloir approuver ce rapport. Merci. Y a-t-il des questions? Très bien. Je mets donc ce rapport au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Le rapport est adopté.
Rapport 5062, approbation de la convention d'application et attribution d'une subvention de 200 000 € à l'association AFEV pour la poursuite du soutien au dispositif Ambassadeurs du Livre au sein des écoles publiques lyonnaises pour l'année scolaire 2022-2023 pour la période de janvier au 31 août 2023. Je laisse la parole à Madame Prin. Merci Madame la maire. Mesdames, Messieurs, le dispositif Ambassadeurs du Livre, que vous connaissez bien maintenant, déployé par la FEV, dans le cadre de la programmation du projet éducatif de Lyon, permet à des jeunes volontaires en service civique de s'investir au sein des bibliothèques, centres documentaires, les fameuses BCD, des écoles publiques lyonnaises, afin de contribuer au développement de la lecture sur les différents temps scolaires et périscolaires. Ce dispositif contribue à la prévention de l'illettrisme, favorise la réussite scolaire à travers des pratiques de lecture et offre un terrain d'engagement aux jeunes volontaires en cohérence avec une mission de service public. Sur l'année scolaire 2022-2023, 157 écoles lyonnaises, dont 14 dans le 3e arrondissement, bénéficient de l'intervention de 75 jeunes en service civique sur les temps scolaires et la pause méridienne. Toutes les demandes ont été ainsi pourvues. En septembre 2022, notre Assemblée avait approuvé le versement d'une première tranche de 100 000 € de subvention pour la période de septembre à décembre 2022 donc. Il s'agit aujourd'hui d'approuver la seconde tranche pour la période de janvier à juin 2023 pour un montant de 200 000 €. Je vous remercie de bien vouloir approuver ce versement et la convention d'application financière attenante. Merci. Y a-t-il des questions? Non, très bien. Je mets ce rapport aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Le rapport est adopté. Alors, je vais laisser la parole à Madame Mahmoudi pour les 2 prochains rapports. Les rapports seront ensuite votés séparément. Il s'agit donc du rapport 5087, attribution de subventions de fonctionnement à diverses associations à caractère socio-éducatif ou de prévention spécialisée organisant des chantiers loisirs ou éducatifs à destination de jeunes lyonnais rencontrant des difficultés sociales et financières particulières. C'est particulièrement long comme titre, excusez-moi. Et là, la délibération 5086, attribution de subventions de fonctionnement dans le cadre du dispositif national Ville, Vie, Vacances. Madame Mahmoudi, je vous laisse la parole. Merci Madame la maire. Bonsoir à tous, chers collègues. La nouvelle stratégie territoriale de sécurité et de prévention de la délinquance adoptée en 2022 fait du renforcement des dispositifs chantiers jeunes et ville-vie vacances un de ses leviers majeurs pour prévenir l'exposition au phénomène de délinquance du public 14-25 ans. Ces 2 rapports nous proposent de voter l'attribution des premières subventions de fonctionnement aux structures et associations mettant en œuvre ces 2 dispositifs. Plus précisément, et pour ce qui concerne notre arrondissement, il s'agit d'accorder via le rapport 5086 2 subventions d'un montant total de 1 500 € à l'association ADOS pour l'organisation de 2 séjours dans le cadre du dispositif Ville-Vie Vacances. D'octroyer également une subvention de 8 000 € à l'association Bel Endroit pour une rencontre pour la mise en œuvre de l'action Culture Rugby à la destination de jeunes résidents dans plusieurs quartiers de la ville, dont le quartier Moncey pour ce qui nous concerne. Le rapport 5087, enfin, soumet à notre approbation l'attribution d'une subvention à la Maison pour tous d'Hérency pour l'organisation des chantiers éducatifs. Vous trouverez de plus amples informations en pages 3 et 4 du rapport 5086 et en page 8 du rapport 5087. Je vous remercie de bien vouloir approuver ces 2 rapports qui permettront le versement des dites subventions ainsi que l'approbation des conventions associées. Merci. Merci. Y a-t-il des questions? Très bien. Je mets donc le rapport 5087 aux voix, donc qui concerne l'attribution de subventions aux associations à caractère socio-éducatif. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Le rapport 5087 est adopté. Et je mets maintenant le rapport 5086, attribution de subventions de fonctionnement dans le cadre du dispositif Ville-Vie Vacances, aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Le rapport est adopté. Nous passons au rapport 5092, qui concerne l'attribution d'une subvention de fonctionnement au FONGEP d'un montant de 701 167 € à titre de participation financière au poste de directeur de 12 maisons des jeunes et de la culture à Lyon. Je laisse la parole à Madame Récamier.
Merci Madame la maire. Ce rapport concerne en effet une subvention annuelle versée par la ville de Lyon au FONGEP, le Fonds de coopération pour la jeunesse et l'éducation populaire, au titre de participation financière au poste de directeur et de directrice de MJC lyonnaise. Le FONGEP est un organisme co-géré par l'État, les collectivités et les associations. C'est un véritable pôle de ressources. Il a pour mission de renforcer le développement des projets associatifs de jeunesse et d'éducation populaire. La subvention annuelle de la ville que je vous propose de voter ce soir s'élève à 701 167 €, même montant qu'en 2022, et concerne notamment les 2 MJC du 3e, avec un versement de 56 507 € à la MPTD Rancy et 55 948 € à la MJC Montchat. Je vous remercie de bien vouloir approuver cette subvention de fonctionnement ainsi que la convention type de participation financière. Merci. Y a-t-il des questions? Non, alors je mets ce rapport aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Le rapport est adopté. Nous passons au rapport 5091, attribution de subventions de fonctionnement général d'un montant de 14 566 774 € au MJC, Centres sociaux, Maisons de l'enfance, ainsi qu'à différentes associations d'éducation populaire. Madame Récamier, c'est à vous. L'éducation populaire est un axe fort de l'action de notre municipalité et s'incarne notamment dans un partenariat avec les associations et les fédérations qui développent cette démarche pour notre territoire et ses habitants. Suite à une large démarche de concertation lancée en 2020, la ville de Lyon et 40 associations ont renouvelé leur engagement partenarial en mars dernier pour la période 2022-2025 et s'engagent à agir sur 5 enjeux. L'accompagnement de la transition écologique et sociale, la participation des habitants, l'exercice de la citoyenneté, l'engagement et le soutien à la vie associative locale, les solidarités, l'accès aux droits et l'inclusion, l'accueil et l'accompagnement des enfants et de leurs familles dans une démarche éducative globale, et enfin l'animation de la vie sociale et culturelle locale. Toutes les structures concernées par le vote de ce rapport bénéficieront d'une subvention de fonctionnement pour la mise en œuvre de leurs projets. Subvention à laquelle il faut ajouter la mise à disposition à titre gratuit de locaux pour 32 d'entre elles. Les conventions de mise à disposition ont été approuvées par notre Assemblée lors du Conseil d'arrondissement du 30 novembre 2021. Les montants proposés sont indiqués en pages 3 et 5 de ce rapport. C'est donc dans une optique de soutien à l'éducation populaire que je vous propose d'approuver les conventions cadres et l'attribution des subventions de fonctionnement général pour 2023 au MJC, centres sociaux, maisons de l'enfance et différentes associations, acteurs et actrices indispensables à la cohésion sociale de notre territoire, qui œuvrent pour l'accès de tous et toutes à la citoyenneté, à la culture et à l'émancipation. Merci Madame Récamier. Y a-t-il des questions? Très bien, je mets ce rapport aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Le rapport est adopté. Délibération 5035, approbation de la gratuité d'entrée aux étudiants lors de la nocturne étudiante du 16 mars 2023 au musée des Beaux-Arts et au musée d'art contemporain de Lyon dans le cadre du pôle des musées d'art. Madame Récamier, je vous laisse la parole. Le vote de ce rapport permettra d'accorder la gratuité d'accès aux étudiants à la nocturne du 16 mars 2023. Cette soirée de la vie étudiante lyonnaise permet à une centaine d'étudiants issus de formations diverses de partager leur coup de cœur à travers une vingtaine de projets présentés au fil des collections du Musée des Beaux-Arts et du Musée d'art contemporain de Lyon. Lors de ces dernières éditions, la nocturne étudiante a rassemblé entre 1300 et 1500 visiteurs. Le droit d'entrée des visiteurs non étudiants s'élèvera à 5 €. Je vous remercie de bien vouloir approuver cette gratuité d'entrée. Merci. Y a-t-il des questions? Je mets ce rapport au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Le rapport est adopté. Rapport 5071. Attribution de subventions de fonctionnement à divers clubs sportifs au titre de la saison 2022-2023. Je laisse la parole à Monsieur Balangian. Madame la maire, chers collègues, chères lyonnaises, chers lyonnais. Ce premier rapport concerne l'attribution de subventions de fonctionnement à nos clubs sportifs pour la saison 2022-2023. Pour cette saison sportive, la campagne de subvention aux associations de sport amateurs a été ouverte sur un mois auprès de 500 associations sportives recensées sur le territoire. 172 demandes,
couvrant 57 disciplines ont été reçues, via le portail des aides à la ville de Lyon. L'ensemble des dossiers a été examiné à l'appui des outils d'aide à la décision pour permettre d'objectiver les arbitrages. Sur la base de critères homogènes, nombre d'adhérents, niveau de compétition, encadrement, actions menées sur les axes égalité femmes-hommes, inclusion, éco-responsabilité. Un arbitrage a ensuite été réalisé par Madame Julie Mulafort, adjointe au maire de Lyon, déléguée au sport, et en concertation avec l'ensemble des adjoints au sport des 9 arrondissements qui ont pu apporter leur connaissance fine des associations. Ceci a conduit à une reconduction des subventions de fonctionnement et une bonification des subventions aux associations innovantes autour des axes que j'ai cités précédemment. 22 associations qui n'avaient jusqu'ici jamais été soutenues en fonctionnement bénéficient cette année d'une subvention. De nouvelles disciplines apparaissent cette année encore. Le Système A, le sabre, le Krav Maga, le Quidditch et la voile. Vous retrouverez les clubs concernés pour le 3e en page 5 du présent rapport. Enfin, il est rappelé que les clubs bénéficiaires d'une subvention supérieure à 23 000 €, à l'image de l'AS Monchat, de Lyon Glace Patinage et de la Société d'escrime de Lyon, doivent signer une convention avec la ville pour bénéficier des contreparties qu'attend la ville de Lyon en matière de féminisation de leur activité, de mixité dans leurs sections comme dans leurs bureaux ou conseils d'administration, de prévention et de lutte contre les violences et discriminations, d'éco-responsabilité dans la mise en œuvre des compétitions et manifestations, de sport santé, de handisport et de sport adapté, de promotion du lien intergénérationnel et d'inclusion sociale des publics éloignés. Je vous invite, mes chers collègues, à voter en faveur de ce rapport pour permettre l'attribution des subventions à nos associations sportives du 3e et la signature d'une convention cadre pour 3 de nos clubs. Le soutien à nos associations sportives est essentiel. Le sport contribue à un besoin vital dans cette période pour les Lyonnaises et les Lyonnais. Je vous remercie. Merci, Monsieur Balandian. Y a-t-il des questions? Madame de Monti. Oui, je profite de cette délibération, Madame le maire, pour poser une question à Monsieur Balandian sur les clubs sportifs. J'ai eu certaines remontées ou informations de clubs à propos du nombre de membres, faisant apparaître une diminution du nombre de membres. Est-ce que c'est quelque chose que vous notez à l'échelle de l'arrondissement? Est-ce que c'est quelque chose qui est réservé à certaines disciplines? Et si oui, est-ce qu'il serait possible d'aider ces clubs à retrouver un nombre de membres équivalent à celui qu'ils avaient avant la crise sanitaire? Je vous remercie. Oui, alors pour les disciplines, il y a une discipline qui est particulièrement impactée dans le 3, c'est la fitness. Nous avons, je vous ai retrouvé à l'Assemblée générale de l'Élan de Lyon, où j'ai pu échanger avec le club. Nous avons un autre club, c'est l'AS Fitness, que j'ai reçu pas plus tard que la semaine dernière en mairie, qui a les mêmes problèmes. C'est-à-dire qu'ils ont perdu quasiment 50% de leurs adhérents. À savoir que les pratiquants sont ceux qui sont entre midi et 2. Donc c'est là où le télétravail a fait beaucoup de mal. Et ils ont du mal à retrouver le niveau d'avant Covid. Les autres pratiques se portent plutôt même très bien. On est revenu quasiment au même pourcentage qu'on en avait avant Covid. Alors comment on peut aider cette pratique? C'est dans les événements qu'on va mettre en place courant l'année 2023, par des événements de proximité, comme le sport santé, comme la Coupe du monde de rugby. Les événements seront mis en place. On fera intervenir très certainement l'AS Fitness et l'Élan de Lyon. Bon, ils auront l'occasion de pouvoir communiquer sur leurs pratiques, faire de la proximité. Ensuite, il y a une réflexion à faire de comment faire de la communication auprès des entreprises. Alors ça, c'est quelque chose d'encore qu'on ne maîtrise pas vraiment. Mais voilà ce que je peux vous dire à ce niveau-là. Je vous remercie.
Merci, Monsieur Balanchon. Juste peut-être pour en profiter pour faire un état aussi peut-être global à l'échelle de la ville. Alors c'est des difficultés qu'on retrouve pas, c'est très spécifique en fait, effectivement, comme l'a expliqué Jacques au fitness. Sur la ville, les clubs, la totalité des clubs ont retrouvé leurs adhérents d'avant 2019, donc c'est plutôt un bon signe. Donc il y a peut-être quelque chose à travailler effectivement auprès de ces clubs. Je pensais également aux rendez-vous santé qui peuvent leur donner aussi une visibilité, mais ça on en reparlera. Voilà, donc pour dire que sur le 3e arrondissement, nous avons effectivement une particularité avec un type de sport et d'adhérents qui est un peu atypique, et donc c'est quelque chose effectivement à travailler. Je t'ai pris ta place, Stéphanie. Voilà, je vais me pousser. Merci beaucoup. Merci pour ces réponses. Y a-t-il d'autres questions? Très bien, je mets ce rapport aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Le rapport est adopté. Le rapport 5054 concerne la piscine Garibaldi à Lyon 3e. C'est le lancement de l'opération désamiantage des parois des coursives du petit et du grand bassin et affectation d'une partie de la paix. Monsieur Balangian, je vous laisse nous présenter le rapport. Je vous remercie, Madame la maire. Vous le savez sans doute, fin octobre, nous avons été contraints de fermer la piscine Garibaldi au public en raison d'un décollement des doublages d'isolation des parois périphériques de la coursive et notamment en surplomb du petit bassin. Cette décision de la direction des sports a été motivée par des raisons de sécurité. La direction gestion technique des bâtiments, à part la suite, a été chargée de déposer les doublages défectueux et de reconstituer le parement, et ce de manière pérenne. Le diagnostic amiante préalable à ces opérations ayant révélé la présence de ce matériau, il est donc nécessaire de procéder à une première phase de travaux d'urgence avant de restituer à nouveau le doublage. Les travaux débuteront en février et seront effectués par phase jusqu'en août 2023, période pendant laquelle la piscine restera fermée au public. La réouverture est prévue en septembre 2023. Pour information, le 2 septembre, la direction des sports a pris attache avec La direction des sports a pris attache avec les clubs utilisateurs de Garibaldi pour leur proposer des solutions de repli. La direction des sports m'a adressé un tableau des créneaux de repli proposés sur le centre nautique Tony Bertrand, au club Pardieu Natation, Dauphin Montplaisir, à la SPES et au Loup Aquatique. Je pourrais vous les communiquer si vous êtes intéressé. Nous regrettons bien sûr cette situation qui a conduit à priver le public et les clubs d'un équipement très apprécié. Il n'était pas possible de transiger sur la sécurité du public et du personnel. Par ailleurs, je vous informe que la ville continue d'investir pour moderniser la rénovation thermique, l'accessibilité de ces piscines, notamment avec le complexe Charial, dans le 3e, dont la rénovation devrait se conclure à la fin du mandat. Je vous remercie de bien vouloir approuver ce rapport. Merci, Monsieur Balangian. Y a-t-il des questions? Très bien, je mets donc le rapport aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Le rapport est adopté. Alors, rapport 5157. Approbation du premier plan d'action de la ville de Lyon dans le cadre de la charte des villes et territoires sans perturbateurs endocriniens. Je laisse la parole à Madame Barrios-Planche. Madame la maire, chers collègues, mesdames et messieurs, chers publics. Les perturbateurs endocriniens sont définis par l'OMS comme des substances chimiques d'origine naturelle ou artificielle étrangères à l'organisme qui peuvent interférer avec le fonctionnement des systèmes endocriniens et induire ainsi des effets délétères sur cet organisme ou ses descendants. Les scientifiques ont identifié des fenêtres de vulnérabilité à des périodes cruciales pour la constitution de l'organisme, comme la gestation, les premières années de la vie, la puberté ou la ménopause. En septembre 2021, nous avions approuvé l'adhésion de la ville de Lyon à la charte des villes et territoires sans perturbateurs endocriniens. Suite à cette adhésion, la ville de Lyon a formalisé un premier plan d'action que vous
pourrez retrouver bien sûr en annexe, et qui se construit autour de 4 axes principaux. Caractérisation et réduction des expositions aux perturbateurs, pour mieux comprendre et réduire les voies d'exposition, avec par exemple l'eau, l'air, les matériaux. La limitation des expositions par l'alimentation et des achats en faveur de la santé. Un axe relatif aux politiques d'achat et d'alimentation qui constituent 2 forts leviers de l'action municipale, structurés dans le cadre du schéma des achats publics socialement et écologiquement responsables. La conception, maintenance et entretien des sites et bâtiments, notamment des équipements accueillant des publics vulnérables comme les écoles et les crèches. La formation et communication, bien sûr, à destination des agents et du grand public. La mise en œuvre de ce plan sera suivie par un comité de pilotage et l'ADEME subventionnera certaines actions. C'est le cas, par exemple, du projet caractérisation des expositions aux phtalates dans les crèches. Le reste des dépenses inhérentes à la mise en œuvre de ces actions est déjà budgété, mesdames et messieurs, par les directions pilotes ou fera l'objet de délibérations spécifiques. Pour vous donner une meilleure idée de quelques actions concrètes de ce plan, on peut citer le suivi de la qualité de l'air pour mesurer les taux de CO2, mais aussi la présence des polluants comme le benzène et le formaldéhyde. Une action portée par la direction de la santé et conduite en partenariat donc de manière transversale avec les directions de l'éducation, de l'enfance et de la gestion technique des bâtiments. Également la programmation et réalisation de travaux correctifs pour l'air intérieur. Une étude exploratrice des perfluorés dans les ERP accueillant un public vulnérable, le suivi de ces fameux phtalates dans les crèches, le suivi des travaux sur les revêtements des aires de jeu avec l'objectif que Lyon fasse partie de l'échantillonnage des sols qui sera réalisé dans le cadre de l'étude, le renforcement des exigences du marché de l'alimentation des crèches, et en ce sens, l'augmentation de la part du bio, comme vous le savez, dans la restauration scolaire, avec l'objectif toujours d'atteindre 75% de bio en valeur d'achat en 2025-2026. Le renouvellement progressif de la vaisselle dans les crèches, la réduction du plastique dans le conditionnement des repas de la cuisine ventrale, etc., etc., etc. Je ne vous fais pas l'inventaire des 27 fiches actions qui sont assez complètes et qui ont chacune un calendrier, mais je vous invite vivement à les consulter. En attendant les évolutions réglementaires nationales et européennes, le principe de précaution doit s'appliquer pour guider notre action. En effet, je vous le rappelle, comme l'OMS nous le disait dès sa création, 80% de notre santé est liée à notre environnement social, économique, environnemental, entre autres. Donc la prévention et l'action contre ces perturbateurs endocriniens est juste nécessaire et fait sens. C'est pourquoi je vous demande de bien vouloir approuver ce plan d'action et vous remercie bien sûr pour votre écoute. Merci Madame Barrios-Planche de nous avoir évité les 27 fiches. Mais merci beaucoup de cette présentation. Je mets, y a-t-il des questions? Pardon. Je mets donc ce rapport aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Le rapport est adopté. Nous passons au rapport 5120. Déploiement de la marque Ici c'est local dans les marchés de plein vent pour valoriser les produits alimentaires locaux et ou issus de circuits courts. Je vous laisse, Monsieur Planchon, nous présenter ça. Merci Madame la maire, Mesdames, Messieurs les élus, chers collègues, chers habitants et ou journalistes et ou militants des droits de l'homme qui survivaient à notre séance. Je vous remercie et puis éventuellement quelques chargés de mission derrière leur écran. Meilleurs vœux à toutes et tous. Alors pour vous parler de ce qui nous concerne maintenant, l'ambition de la ville de Lyon, déclinée à travers son plan de mandat 2020-2026, vise notamment à favoriser la relocalisation de notre alimentation comme à garantir l'accessibilité à une alimentation locale et de qualité et qui préserve la santé des consommateurs et celle de l'environnement. Cela s'est par exemple traduit par un nouvel article inscrit au règlement général des marchés par lequel la ville met à disposition des commerçants volontaires un système d'étiquettes pour distinguer, afficher, promouvoir leurs produits locaux. En 2008, l'INRAE
L'ancienne INRA, autrement dit l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement, a créé la marque Ici c'est local, assignée à 4 objectifs, que je rappelle: informer les consommateurs sur l'origine des produits des marchés, faciliter les coopérations entre professionnels des circuits courts alimentaires, permettre aux acteurs locaux de définir les critères locaux et durables en fonction des spécificités de leur territoire et de ce qu'ils souhaitent valoriser ou encourager. J'espère que les micros ne sont pas sur notre dalle. Donner l'opportunité aux consommateurs de participer à la transition du système alimentaire de son territoire. Le présent rapport vous propose donc le déploiement de la dite marque Ici c'est local, en partenariat évidemment avec l'INRAE, sur les marchés de plein vent de la ville de Lyon, à partir d'une première phase d'expérimentation sur 5 marchés, dont le marché aux gagneurs pour ce qui concerne notre 3e arrondissement. La démarche elle-même sera construite avec l'ensemble des acteurs locaux, entendez les professionnels concernés, des consommateurs, des élus et des techniciens, pour reprendre l'adjectif indéterminé plutôt que l'article selon les vœux de M. Kepenekian. Un dispositif qui entre en écho concordant avec les objectifs du plan de mandat que j'évoquais en propos liminaire, comme avec les attendus de la saisine marché idéal que j'ai en partie conduit sur notre arrondissement, où tous plaidaient pour, et je cite, améliorer la lisibilité et la transparence des produits vendus sur les marchés. Autant de motifs qui m'invitent à vous inviter à voter favorablement le présent rapport, et je vous remercie. Merci. Y a-t-il des questions? Madame Tandonnet, allez-y. Oui, bonsoir à tous. Merci Madame la maire. Alors, nous sommes évidemment tout à fait d'accord pour encourager le circuit court et notamment la consommation locale. Par contre, certains éléments avaient été demandés en commission quant au budget, notamment l'investissement de la ville par rapport à ce projet que nous n'avons pas reçu. Donc, nous allons simplement nous abstenir de voter pour cette résolution. Merci. Alors, j'entends votre approbation, mais votre abstention de principe. Pour autant, Madame Tandonnet, je ne dispose pas non plus des éléments de budget, mais je vais voter favorablement. Voilà. Bon, en attendant de les avoir, on votera peut-être pour voilà, au conseil municipal. Merci beaucoup. Y a-t-il d'autres remarques? Donc, je mets ce rapport au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Le rapport est adopté. Délibération. Alors, la délibération suivante, la 5026, a été retirée et elle sera présentée à un prochain conseil. Donc, nous passons à la délibération 5053, qui est l'approbation de la gratuité de la mise à disposition au profit de l'association LEMA d'un local rue Gilbert Dru au sein de la maison des projets Gabriel Péry. Je laisse la parole à Monsieur Thibault Roche. Bonsoir. Madame la maire, chers collègues, dans le cadre du déploiement en octobre dernier du dispositif d'accompagnement des jeunes étrangers en errance sur le secteur Péry, l'association LEMA nécessite un lieu dédié afin de mener à bien le suivi de ses missions. Dans l'attente de la mise à disposition définitive d'un local, la mission Gabriel Péry a proposé la mise à disposition d'un local à titre gratuit dans leurs locaux au sein de la maison des projets jusqu'au 31 mars 2023. Je profite de cette occasion pour vous partager quelques éléments sur ce nouveau dispositif d'accompagnement des jeunes en errance appelé Ligne 37, qui a maintenant 3 mois. Une cinquantaine de maraudes se sont déroulées sur le secteur et plus de 40 jeunes sont régulièrement suivis par une équipe composée d'éducateurs spécialisés, d'infirmières, de médecins et de psychologues. La mise à disposition de ce local participe ainsi entièrement à la bonne mise en œuvre du travail nécessaire construit par cette équipe. Je vous remercie pour votre attention et je vous invite à voter favorablement ce rapport. Merci Monsieur Roche. Y a-t-il des questions? Madame Panassier. Non, une petite remarque. On ne va pas embêter le MA, donc on va lui permettre d'avoir des locaux et de fonctionner correctement, mais redire nos attentes sur une action de plus grande envergure sur ce quartier. Voilà, merci. Merci. Y a-t-il d'autres remarques? Donc, je mets ce rapport au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Le rapport est adopté. Je vous remercie.
Nous passons au rapport 4961, dénomination d'un espace public, esplanade du 19 mars 62 à Lyon 3e. Je laisse la parole à Monsieur May. Merci Madame la maire. Tout d'abord, permettez-moi à mes chers collègues, chères lyonnaises et chers lyonnais, de vous présenter mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Le rapport que je vous présente ce soir concerne l'esplanade située entre la berge Marie Sklodowska-Curie et le quai Victor-Augagneur, qui n'est aujourd'hui pas dénommé. Dans le cadre du 60e anniversaire du cessez-le-feu de la guerre d'Algérie, la ville de Lyon souhaite honorer les différentes mémoires, notamment celles du 5 décembre, du 25 septembre et du 19 mars. Il nous est donc aujourd'hui proposé de dénommer l'espace mentionné Esplanade du 19 mars 1962. Cette date correspond au cessez-le-feu de la guerre d'Algérie, signé le 18 mars 1962 entre les représentants du gouvernement de la République française et du gouvernement provisoire de la République algérienne. La loi du 6 décembre 2012 a également institué le 19 mars comme journée nationale du souvenir et du recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc. En l'honneur des différentes mémoires, je vous propose d'approuver cette dénomination. Merci. Y a-t-il des questions? Très bien, je mets donc ce rapport au... Oh pardon, je vous prie de m'excuser. Non, pas une question, Madame la maire, plutôt une intervention concernant cette délibération qui n'est pas anodine en fait, qui a une forte valeur symbolique et qui mérite quand même un minimum de réflexion. Je sais qu'elle sera adoptée, ça va de soi, vous avez la majorité. Il n'en demeure pas moins que parfois il ne faut pas jouer avec le feu. Notre groupe pense qu'en la matière, cette délibération fait une confusion d'ailleurs qui ressort largement des propos de notre rapporteur puisqu'il mélange plusieurs dates. On ne peut pas confondre la date du 19 mars 1962 qui correspond aux accords d'Évian et qui a instauré le cessez-le-feu effectivement à midi dans les hostilités qui opposaient la République française et le futur gouvernement qui à l'époque était provisoire de la République algérienne, avec la date du 5 décembre, qui elle concerne la commémoration des morts pour la France suite à la guerre d'Algérie et au combat consécutif au processus de décolonisation en Afrique du Nord et notamment au Maroc et en Tunisie, à ne pas confondre bien entendu, a fortiori, avec le 25 septembre toujours de 1962, qui correspond tout simplement à la naissance de la République algérienne. Alors, faire la confusion des dates pour ensuite dénommer cette esplanade qui se trouve au nord du pont de la Guillotière, c'est-à-dire à proximité de la Guillotière, d'un secteur qui, Madame la maire, vous le savez ô combien, est particulièrement sensible, je pense, au sens des responsabilités que vous avez avec notre maire. Et je crois que, malheureusement, et c'est la position de notre groupe, cette affaire de dénomination de l'esplanade du 19 mars 1962 a un côté restrictif et peu lisible, parce que si on faisait finalement l'audition de nos administrés sur la voie publique et notamment de nos jeunes, et surtout avec les années qui passent, je ne suis pas persuadé qu'ils identifieraient particulièrement à quoi correspond le 19 mars 1962. Je ne fais pas un propos sur l'effondrement de l'histoire enseignée dans nos écoles, mais le moins qu'on puisse dire, c'est que la chronologie a quand même son importance. Tout ça pour dire qu'il aurait été plus simple, nettement plus simple, de dénommer à ce compte-là, puisque c'est le choix de cette date du 19 mars 62, l'esplanade des accords d'Évian. Pourquoi pas? C'est tellement plus simple et c'est parlant. En plus, on fait une référence à Évian, qui est une ville française, qui peut quand même évoquer, avoir une certaine résonance dans la mentalité de nos concitoyens, et puis peut-être de les inciter à aller voir à quoi ils correspondaient, ces accords d'Évian. Le problème, et on le sait, Madame la maire, c'est que les accords d'Évian, certes,
ont abouti à la cessation des hostilités de manière officielle entre l'armée française et effectivement les combattants pour l'indépendance algérienne, notamment le FLN bien entendu, mais ils n'ont pas arrêté les morts, hélas, hélas. Il faut quand même se souvenir du drame terrible qu'a été ce qui a suivi ces accords d'Évian. Dans l'année qui a suivi, ça a été quand même, et tous les historiens maintenant s'accordent pour le reconnaître, après des études très fines à partir de 2005, le massacre des Harkis, entre 60 et 70 000 morts. Je ne sais pas si vous imaginez ce que cela représente pour cette communauté des Harkis qui avait choisi le parti de la France quand on voit le conflit actuel entre l'Ukraine et la Russie et qu'on est à des chiffres qui sont à peu près à cette hauteur. C'est vous dire un peu le drame que cela correspond. Sans parler, on parle de morts, mais les massacres, tortures, etc., c'est terrible. J'en veux pour preuve que, de la même manière, vous avez eu le 3 juillet 1962, le 5 juillet, pardon, 1962, c'est-à-dire en fait 2 jours après la déclaration d'indépendance de l'Algérie, le massacre d'Oran, qui a été terrible là aussi. Et là, ce sont les Algériens ressortissants français qui étaient présents, qui n'avaient pas pris la valise pour rejoindre Marseille ou Port-Vendre. Tout ça pour dire que cette date est quand même connotée symboliquement. Et là, je crois que vous jouez sincèrement avec le feu. Vous jouez avec le feu parce que autant le devoir de mémoriel est important, nous en sommes tous conscients, et il est nécessaire effectivement de faire un travail mémoriel. Encore hier, j'étais avec le préfet de région pour commémorer les 80 ans du général de Latte de Tassigny et notamment de son emprisonnement à la prison Montluc suite à son procès. Tout ça pour dire que la mémoire, c'est important. Mais il n'en demeure pas moins qu'il ne faut pas jouer avec le feu, il ne faut pas aboutir à rouvrir parfois des blessures douloureuses qu'on essaie justement qui cicatrisent avec le temps, heureusement. Et nous craignons fortement, malheureusement, qu'à travers la banalité de ce petit rapport que vous avez eu, de faire cette dénomination de cette esplanade, qu'on aboutisse en réalité à créer un facteur de division. Je rappelle quand même à notre Conseil que la Constitution française spécifie de façon très nette, et je crois que ça devrait quand même être présent dans les esprits des uns et des autres, et notamment de notre maire, qu'il y a une chose majeure, la République française est une et indivisible. Notre groupe pense malheureusement que la dénomination de cette esplanade est un facteur possible de division. Pourquoi il est un facteur possible de division? Parce que nous avons tout simplement de nombreux anciens combattants avec des associations qui ont combattu en Algérie. Nous avons une communauté de Harkis, les rescapés, pourrait-on dire, des massacres. Nous avons les rapatriés d'Algérie qui sont présents dans cette ville. Nous avons, bien sûr, des franco-algériens, des couples mixtes, qui, à terme, par ce genre de politique, sont susceptibles de se trouver confrontés à un conflit de loyauté. Vous prenez de lourdes responsabilités en la matière de diviser ainsi. Et je rappelle que nous avons quand même, de la même manière, une proportion conséquente de ressortissants algériens présents sur le territoire national et que la proximité de cette esplanade dans le contexte d'insécurité, dans une société française fracturée, archipélisée, est de nature précisément à terme d'aboutir à quelques sérieux problèmes en matière justement de sécurité. Je crois que finalement, vous auriez été mieux inspiré et notre maire aurait eu peut-être le courage qu'il aurait honoré d'appeler cette esplanade plutôt l'esplanade de l'amitié entre la France et l'Algérie. Ça, c'était un facteur de rassemblement et non pas de division. Voilà ce que j'avais à dire et c'est la raison pour laquelle notre groupe a l'intention de voter contre cette délibération.
Merci. Vous l'avez dit vous-même, il est important de faire mémoire. Et la guerre d'Algérie est une guerre qui a été cruelle et qui a blessé et des Français et des Algériens et qui fait encore souffrir. Moi, je le vis par mon père, qui était lieutenant d'une harka. Donc, il a dirigé des harkis qu'il a dû laisser en Algérie. Donc, je connais bien le problème. Pour autant, il me semble important que cette date soit écrite pour que, justement, vous le disiez, les jeunes d'aujourd'hui ne savent pas que le 19 mars est une date importante, que c'est les accords d'Évian. Et justement, en appelant cette esplanade, c'est un appel à l'histoire, au rappel de l'histoire et à la mémoire qu'il faut faire pour que, justement, ces choses-là ne se reproduisent plus. Tout ce qui a pu se passer avant, après, ou même pendant, si on le cache et qu'on n'en fait pas mémoire et qu'on ne l'affiche pas et qu'on ne le rend pas public, les gens ne se poseront jamais de questions. C'est comme, ça serait comme, alors je vais peut-être choquer en faisant un parallèle avec l'Holocauste, mais c'est comme de nier l'Holocauste, nier ce qui s'est passé en Algérie, c'est pas possible. Et donc cette date est importante et cette date doit nous permettre de faire mémoire et d'échanger, de dialoguer et de construire ensemble. C'est pas pour opposer, c'est pour construire ensemble et aller vers de l'avant. Pour moi, c'est important que cette esplanade existe dans Lyon et Lyon était une des rares villes de France à ne pas avoir d'esplanade portant cette date. Oui, mais à ce compte-là, je reprends la parole, permettez. On comprend cette position, on peut la comprendre. Mais 19 mars, ça ne parle pas. Pourquoi ne pas appeler, et c'est la suggestion qu'on peut faire, appeler cette esplanade l'esplanade des accords d'Évian. À ce moment-là, il suffit entre parenthèses, la date. Et de faire des Au moins, panneaux ça incitera les gens à aller voir, comme peut-être dans quelques années, les accords de Minsk, on ira voir ce qu'étaient ces accords de Minsk et pourquoi ils n'ont pas marché. Mais si vous mettez une date, ça ne parle pas aux gens. Voilà, tout simplement. Donc, vous êtes à côté. Je suis désolé, mais vous êtes à côté. C'est malheureux, mais et en plus, malgré les bonnes intentions, il y a, vous savez, le mieux est l'ennemi du bien, malheureusement. Et ça se retournera finalement peut-être contre l'exercice même de votre mandat. Écoutez, merci pour... non, pas merci en fait. Je vais rebondir sur vos interventions. Juste concernant la date du 19 mars, hein, elle fait bien suite aux accords d'Évian du 18 mars et pas du 19. Et puis, si vous aviez regardé sur les annexes, donc sur la plaque qui sera apposée, vous aurez écrit en toutes lettres « Date du cessez-le-feu de la guerre d'Algérie ». Donc, il me semble que nous avons fait les efforts pour identifier cette date, qui est une date forte entre nos deux pays et que nous ne pouvons pas ignorer et que nous mettons aujourd'hui, voilà, nous allons dénommer un espace à ce nom-là. Concernant le 25 septembre, c'est également la journée nationale d'hommage aux harkis. Ce n'est pas uniquement la date que vous avez présentée. Donc aujourd'hui, la journée nationale d'hommage des harkis, aux Moghaznis et aux personnes des diverses formations supplétives et assimilées. Donc bien évidemment, c'est en l'honneur de ces personnes-là également que nous avons voilà, décidé de prendre cette délibération. Je vous remercie. Merci. Je mets donc ce rapport au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Le rapport est adopté. Nous passons au rapport 5171, adaptation des droits de stationnement. Vous n'avez pas eu le temps de... J'ai été trop vite. Alors les abstentions, s'il vous plaît, j'ai été trop vite. Si vous le souhaitez, mais... Alors c'est un débat et des discussions qu'on a déjà eues en majorité sur la difficulté de la lisibilité. C'est prendre cette date-là du 19 mars 62, il y aurait besoin d'une explication de texte qui va au-delà d'une signalétique urbaine pour que ce soit entendu comme ça doit être entendu. Donc on sait que c'est une vraie difficulté. Donc cette absence de lisibilité sur un panneau de signalétique urbaine, en réalité, ne sert pas, de notre point de vue, suffisamment la mémoire justement de l'histoire commune entre la France et l'Algérie. De sorte qu'il aurait été, de notre point de vue, probablement plus intéressant de travailler à une dénomination
qui pose la question d'une histoire commune entre la France et l'Algérie, au-delà simplement d'un extrait d'un manuel historique qui fait référence aux accords d'Évian. Mais quand je dis 19 mars 62 et quand je dis accords d'Évian, pour les 3/4 des gens, sans mépriser personne, ça renvoie à des définitions plus ou moins partielles, sinon parcellaires, de ce que ça représente. Voilà. Et donc, de notre point de vue, c'est probablement une dénomination qui serait à retravailler, mais avec exactement la même intention en réalité. Voilà. Simplement, c'est ce genre de discussion qu'on avait eue. Donc, on n'est pas opposé évidemment ni au fond. Quant à la forme, ça nous conduit à l'abstention. Voilà. Merci. Donc, le rapport 5171, adaptation des droits de stationnement à la première étape du projet d'amplification de la ZFE de la métropole de Lyon aux véhicules particuliers et 2 roues motorisées de critère 5 et non classés. Correction d'une erreur matérielle. Expliquez-nous ça, monsieur le maire. Je vous remercie, madame la maire. Eh bien, écoutez, je vous propose d'approuver ce rapport qui corrige une erreur matérielle dans la délibération que nous avions approuvée lors du dernier conseil sur la ZFE. En effet, la grille de remboursement et de facturation de la tarification annuelle de stationnement comportait une inversion quant aux tarifs appliqués aux professionnels de santé qu'il convient de rectifier pour une complète lisibilité et une meilleure utilisation. Je vous remercie de votre écoute et de voter favorablement ce rapport et ce dernier rapport de la soirée, il me semble. Merci. Y a-t-il des questions? Très bien, je mets ce rapport au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Pour le prochain conseil municipal, le 3e pose une question au conseil municipal. Je vous propose donc de porter pour le 3e arrondissement cette question qui concerne Lyon climatiquement neutre en 2030. Alors, en avril 2022, la ville de Lyon était lauréate du programme 100 villes climatiquement neutres de la Commission européenne. Lyon devenait ainsi actrice d'un projet européen ambitieux en intégrant un réseau de villes volontaristes et portant l'objectif d'une neutralité pour le climat d'ici à 2030. La démarche Lyon 2030 vise à agir collectivement pour réduire les émissions de gaz à effet de serre du territoire. Nous avons pleine connaissance de l'investissement de notre commune pour œuvrer en faveur de cette ambition. Près de 9 mois après cette annonce, je souhaiterais que vous puissiez nous informer des avancées de ce programme, notamment pour la définition du Climate City Contract et plus particulièrement sur la manière dont la ville de Lyon réussit à embarquer avec elle citoyens et partenaires locaux. Je vous remercie. Y a-t-il des remarques? Je mets donc cette question au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. La question sera portée au conseil municipal. Alors, y a-t-il des questions diverses? J'ai une question qui m'a été posée par un habitant du 3e qui me dit qu'il y a un projet immobilier Bouygues au 16 de la rue Montbriand dans le 3e. Oui. Est-ce que vous êtes au courant des mécontentements qui sont soulevés suite à ce projet par les différentes copropriétés qui encadrent ce lieu? Alors, je crois que mon adjoint Akif Ekinci est bien au courant puisqu'il y a eu une réunion de présentation par Bouygues hier soir à MJC sans souci et qu'effectivement un certain nombre de riverains ont manifesté leur mécontentement tant sur le fait d'avoir des constructions devant chez eux que voilà, il y a eu, je pense, des questions et des réponses qui ont pu leur être apportées sur le fait que ça n'allait pas être un projet pharaonique, que c'est un projet de bureau avec un socle actif et que ça respectait complètement le PLU, mais qui sera effectivement plus élevé que les petits bâtiments sans qualité de bureau qu'ils ont actuellement dans la rue. Monsieur Ekinci, est-ce que vous voulez compléter? Je pense que vous avez déjà dit l'essentiel, mais en quelques mots, effectivement, hier, on a initié pour la première fois une réunion de présentation qui s'inscrivait dans un esprit de transparence de la vie immobilière sur le 3e arrondissement, ce qui nous a permis effectivement d'avoir un échange assez constructif et de bien prendre note des différentes attentes des riverains du projet. Maintenant, comme vous l'avez souligné, c'est un projet qui est conforme au PLUH et c'est pas un projet, ça reste un projet privé, donc voilà, on n'a pas
on n'a pas, si vous voulez, une marge de manœuvre pour revenir. Il s'agit maintenant d'utiliser toutes les voies de droit ouvertes aux riverains pour essayer peut-être de faire évoluer le projet dans la perspective qu'ils le souhaitent. Voilà. Merci. Monsieur Planchon. Oui, question diverse puisqu'elle ne concerne pas notre périmètre d'action publique, encore qu'évidemment il y a une incidence sur notre territoire, puisqu'il s'agit d'un objet métropolitain. Donc je m'excuse par avance pour les défenseurs et défenseuses des Ovidés que je vais un petit peu malmener, mais c'est juste une figure de style pour asseoir mon propos. Nous avons appris avec étonnement que la métropole de Lyon était retenue avec 18 autres territoires pour participer, je cite, à l'expérimentation visant à un meilleur accompagnement des bénéficiaires du RSA lancé par le ministre du Travail. Préfiguration du futur France Travail, dispositif qui a l'ambition, je cite toujours, de créer un guichet unique de l'emploi et de l'insertion. On ne peut saluer que cette volonté. Nous avons appris avec le même étonnement que cette candidature avait été réfléchie, pensée, actée, sans présentation ni discussion préalable avec les différentes composantes de la majorité métropolitaine. On pourrait s'asseoir sur cette vexation, le fond de mon propos n'est pas là. Au chapitre des motifs de cette candidature retenue par l'État, nous lisons que la métropole, comme d'autres départements de gauche retenus, a fait le choix de peser sur la future réforme en défendant sa vision de l'insertion basée sur un accompagnement personnalisé des allocataires et sur ses valeurs de solidarité, notamment refusant la mise en place d'activités forcées ou de chantage à la location. Il s'agit bien pour nous de renforcer l'accompagnement des personnes en insertion en partant de leurs besoins afin de les rapprocher de l'emploi et des entreprises. Fin de citation du communiqué de la métropole. 2 arguments chocs à la candidature donc. Le premier, d'autres départements de gauche le font aussi. C'est la rhétorique du mouton qui va à l'abattoir, rassuré de n'être pas seul. Le deuxième, on fait le choix de peser sur la future réforme en participant à l'expérimentation. C'est la rhétorique du mouton qui va à l'abattoir, convaincu de pouvoir changer sa destinée bouchère. En écho, la presse, qui n'a sans doute pas l'infinie profondeur argumentaire de la métropole, résume ainsi l'expérimentation, et je cite: dans 18 territoires, le versement du RSA va être conditionné à une activité sur l'année 2023. Pour pouvoir toucher leur allocation, les personnes sans emploi devront justifier de 15 à 20 heures d'activité par semaine. Pour mémoire, promesse de campagne du candidat Macron. Quant au ministre lui-même, premier concerné, Olivier Dussopt, il semble faire preuve du même esprit simple, puisqu'il précise dans son courrier adressé à l'ensemble des volontaires à l'expérimentation que, et je le cite, tous les allocataires des territoires d'expérimentation seront amenés à signer un contrat d'engagement sur la base d'un accompagnement intensif avec une cible de 15 à 20 heures par semaine. Fin de citation. En réalité, au même titre que la réforme de l'assurance chômage, le futur France Travail, en lieu et place de Pôle emploi, se fonde sur la vieille conviction que le système allocatif social, au premier rang duquel le RSA, constituerait une sorte de choix du bénéficiaire, c'est-à-dire la manifestation d'une sorte de paresse sociale qui lui ferait préférer l'ultra-précarité sous assistance plutôt que l'autonomie par le travail. Vouloir peser sur cette pensée antisociale et anti-républicaine plutôt que la combattre, c'est encore et toujours la rhétorique du mouton qui va à l'abattoir, convaincu qu'en émoussant une lame, il ne perdra pas sa tête. Puisse la métropole retrouver la sienne. Merci. Nous allons conclure ce... Y a-t-il d'autres interventions? Non. Très bien. Donc je close ce conseil d'arrondissement et je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout. Bonne soirée à tous.